Bonjour et merci à tous d'être venus m'écouter. Je suis Lidwine Gross, je suis spécialiste en télédétection. J'ai fondé effectivement Pistart en 2016 et donc je suis spécialiste de l'utilisation des données satellitaires et en fait je suis là pour vous parler de l'utilisation des données et je vais me servir de mon expérience pour vous donner ma vision de la valorisation des données aujourd'hui et depuis 20 ans. Donc, l'observation de la Terre, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est d'abord. C'est pas seulement regarder la Terre avec Google Maps, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est une discipline qui est héritée de l'astrophysique. Moi, au départ, je voulais faire de l'astrophysique, je suis physicienne et mathématicienne. Et donc, en fait, c'est ça l'observation de la Terre, c'est utiliser des appareils scientifiques très poussés qui ont été mis au point pour observer les étoiles, les nébuleuses, mesurer les plasmas, et observer les planètes, les mettre sur des satellites en orbite autour de la Terre et mesurer la planète, la nôtre. Donc moi, quand j'ai fait mes études, dans les années 80, fin des années 90, mi-90, pardon, tout ce qui était observation de la Terre, c'était très nouveau. Il y avait seulement 2 rapports du GIEC. C'est-à-dire que le premier rapport du GIEC, c'était les années 90. Et moi, quand j'ai fini mes études, on était en 95. Le deuxième rapport du GIEC venait de sortir. Et en fait, les données satellitaires elles servent toujours essentiellement à ça. L'observation de la Terre scientifique, c'est pour mesurer le dérèglement climatique et surtout de façon beaucoup plus générale, essayer de comprendre tous les systèmes qui sont en jeu sur notre planète. Donc vous avez par exemple derrière moi l'image de volutes de phytoplancton qui se déploient dans l'océan. Alors on dirait une photo, mais en vrai ça a été pris par un télescope qui a 800 km, qui à bord contient un spectromètre. Donc c'est un appareil qui décompose la lumière et qui permet en fait de mesurer la façon dont le phytoplancton absorbe la lumière. À quoi ça sert en fait? Donc on mesure ça à l'échelle planétaire. Alors c'est très joli, ça fait une photo. C'est complètement reconstitué en utilisant 3 bandes spectrales qui servent à reconstituer des photos, comme si on était en RGB dans un appareil photo. Mais en vrai, donc, il y a énormément d'informations qu'on dit radiométriques. Donc à quoi ça sert de mesurer ces informations radiométriques sur le système Terre-atmosphère? Eh bien, c'est pour faire des bilans énergétiques. Dans le cadre du phytoplancton, le phytoplancton planétaire, ça représente 1% de la biomasse planétaire, mais ça représente 45% de ce qu'on appelle la production primaire. Ça veut dire que c'est le plus gros producteur d'oxygène de la planète. Donc voilà, on regarde les processus. Vous comprenez bien que le phytoplancton, si on ne mesure pas précisément son activité, on ne peut pas faire le bilan de la planète. Donc c'est juste un exemple. Je ne vais pas continuer là-dessus. Donc, l'observation de la Terre, c'est un héritage de l'astrophysique. Ça a été mis au point donc par les agences spatiales. Les États-Unis d'ailleurs en premier, la NASA et l'USGS, qui est l'équivalent de l'IGN, qui sont en fait, on ne le sait pas, mais les États-Unis sont, on va dire, les premiers concernés par les limites de notre planète, la limite des ressources. On s'imagine toujours qu'ils ne sont pas au courant, mais en fait, au contraire, ils sont les plus au courant des ressources et de leurs limites. Derrière les États-Unis, bien sûr, les Européens ont suivi. Et donc, nous, nos laboratoires ont mis au point des appareils absolument fantastiques. C'est d'ailleurs pour ça que moi, quand je me suis lancée là-dedans, au final, je n'étais pas déçue parce que j'avais des instruments encore plus modernes que les instruments des astrophysiciens dans les télescopes. Donc, c'est une discipline des agences spatiales. Et donc, par voie de conséquence, gérer les données environnementales issues de ces missions, c'est du big data. C'est-à-dire qu'on a des quantités astronomiques de données. C'est un héritage connu. On a toujours été dans ce paradigme, quand on travaille dans les agences spatiales, à avoir beaucoup trop de données à gérer. Et donc, il a toujours été question, par rapport à ces données environnementales,
de gérer leur stockage, de gérer les calculs, de faire des économies d'énergie, etc. Et surtout de faire des capteurs les plus transverses possibles, parce que ce sont des capteurs qui sont envoyés sur des fusées, donc ça coûte énormément d'argent, d'énergie, de ressources naturelles, etc. Et donc de faire des capteurs qui soient les plus transverses possibles et les plus utiles possibles. On est en fait, dès le départ, dans les paradigmes big data. Et donc en fait, moi, ça fait presque 30 ans maintenant que je fais du big data. Ça ne s'appelait pas comme ça. Mais il faut bien se rendre compte que, pour moi, les paradigmes d'aujourd'hui n'ont pas changé par rapport à ça, en tout cas. Ce que vous avez derrière moi, c'est le nombre, enfin, la quantité de données qui est rapatriée depuis le début et puis par jour par le satellite que je vous ai montré là, qui faisait la photo du phytoplancton. C'est un satellite, c'est une mission satellite. Vous voyez, c'est énorme. Et en fait, des missions scientifiques comme ça, il y en a plusieurs dizaines. Plus aussi, bien sûr, toutes les données, genre Google, etc., qui sont moins scientifiques, mais qui sont gérées par les sociétés privées. Donc en fait, les satellites génèrent énormément de données, qu'on stocke. Et donc il faut réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on en fait de ces données et comment on les traite, parce qu'il y en a tellement. Donc, une idée parmi tant d'autres, n'est-ce pas? On est dans les années 2000, à la fin de ma thèse, enfin le début de ma thèse plutôt, et moi je me dis, je vais faire de l'intelligence artificielle. Ça vous dit quelque chose quand même, ça, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. C'est vachement la mode, mais en fait, c'est très vieux comme concept. Dans les années 90, il y a eu un premier boom d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est une discipline portée par des mathématiciens. Juste, je précise comme ça. Donc moi, j'ai fait ma thèse, parce que j'ai pu le faire parce que j'étais pas mauvaise en maths et que j'avais trouvé un encadrant mathématicien pour faire ma thèse. Et donc, en fait, il y a eu une période de boom de l'intelligence artificielle dans les années 90. Beaucoup de gens se sont plantés, énormément. D'ailleurs, c'est rigolo, il y avait un talk en même temps que moi là, qui parlait de comment se planter avec l'IA. Dans les années 90, c'était sûr, énormément de gens qui ont fait faillite avec. Du coup, quand moi j'ai commencé, j'avais pas le droit de dire que c'était l'intelligence artificielle. J'avais le droit de dire que c'était des statistiques avancées. Il fallait surtout plus dire que c'était l'intelligence artificielle. Plus du tout. Mais bon, on était quand même dans le besoin d'automatiser les traitements et d'ingérer de l'information humaine dans les machines. Je rappelle juste que Artificial Intelligence, c'est l'anglais. Intelligence, c'est information. C'est pas du tout l'intelligence du cerveau. C'est notre connaissance qu'on injecte dans les machines. Donc un réseau de neurones, là je vous ai dessiné un tout petit... Enfin, c'est un neurone en fait. Et donc les réseaux de neurones sont effectivement des structures informatiques qui sont inspirées du fonctionnement du cerveau. Et c'est mathématique, etc. Donc il y a plusieurs types, plein de types d'intelligence artificielle. Moi j'utilise celle-là beaucoup parce que c'est les bouts de cerveau qui font des processus, des procédés, qui font bouger les doigts, etc. Donc en fait, moi, j'utilise ce genre de processus pour reconnaître automatiquement ce qui est observé par les satellites. Donc ça, c'est une idée sur laquelle je travaille depuis l'an 2000. Donc voilà, ça fait presque 25 ans. Et il a fallu donc 25 ans pour passer de l'idée à l'opérationnel. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser. Et quand on fait de la science, on ne veut pas faire d'erreur, on ne veut pas qu'il y ait d'extrapolation, on ne veut pas qu'il y ait d'informations inventées. Et donc, il faut faire des réseaux neurones ultra solides, le plus petit possible. D'ailleurs, aujourd'hui, on les appelle frugaux, ces réseaux de neurones, tellement ils sont petits par rapport aux réseaux de neurones d'aujourd'hui. Parce que, voilà, surtout, on ne veut pas créer de l'information. On veut que ce soit opérationnel et fiable. On a créé donc une société avec 2 autres cofondateurs parce qu'à un moment donné, il était temps de passer du papier, rapport GIEC, parce que nous, on faisait que ça, des données qui servaient à ça, à l'application.
Et on voyait qu'il n'y avait pas de passage, en fait. C'est sûr, les rapports du GIEC, ils sont vachement durs à lire quand même. Et puis surtout, ils sont très globaux. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi, localement, à mon échelle, si je suis responsable d'un territoire, ou si même je suis responsable d'une asso, je défends quoi, je fais comment, qu'est-ce que j'en fais de ces rapports. Donc, on a fondé la société Pickstart pour détourner ces données scientifiques et les mettre au service de la société civile. Et donc, en fait, on fait exactement la même chose qu'à l'échelle planétaire, mais à l'échelle locale. Je reviendrai dessus tout à l'heure. En tout cas, là, vous voyez qu'au bout de 25 ans, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter automatiquement les données environnementales satellitaires nous a permis de faire plein de projets à des échelles plus ou moins grosses. Là, par exemple, on a aidé l'ESA à recenser tous les points d'eau en Afrique sur tout le Sahel, quoi, en fait. C'est ça l'idée, c'est d'automatiser. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux données, parce que je reviens sur les données et leur valorisation. Déjà, moi, je me rends compte que je n'ai pas changé de paradigme. Je travaille un peu le nez dans le guidon depuis 25 ans et j'entends toujours les mêmes paradigmes, donc big data, IA, etc. Et il a fallu 20 ans pour passer de mon idée, quand j'avais en thèse là, à l'opérationnel. Et je trouve que du temps, on n'en a plus beaucoup. Et donc, surtout, je me rends compte que des données, on en a énormément. Des données sur toute la planète, en tout cas dans mon domaine, des données, on en a énormément. Mais on continue à vendre l'idée de mettre des capteurs partout, d'envoyer des satellites, de créer de la donnée, de faire de la donnée. Parce qu'en fait, c'est une zone de confort, techniquement, et moi la première, j'ai été quand même formée à faire des capteurs. C'est un truc qu'on sait super bien faire en France, on est très fort. La NASA, par exemple, nous commande régulièrement des capteurs. Sur le petit robot de Mars, l'Explorer, personne ne le sait, mais sa caméra, qui est en fait un laser à fusion de roches, a été fabriquée à Toulouse. Ils appellent ça le Cool Factor. On a plein d'idées géniales. Mais en fait, finalement, moi, ça fait 25 ans que je fabrique des données, que je constate la même chose, que je regarde la planète se déliter. Quand même, on ne peut pas le cacher, les données sont là. Et il n'y a pas vraiment de passage à l'action. Moi, je pensais qu'on passerait à autre chose. Et donc, en fait, Pickstart a été créé pour ça. En fait, les données, aujourd'hui, donc j'ai fait aussi, bien sûr, parce qu'à travers mon entreprise, c'était obligé, des dashboards, des produits, des services des SAS. Hein. Donc, les données qu'on produit chez Pickstart, ça, c'est un exemple d'efflorescence de phytoplancton toxique dans un barrage qui sert à faire de l'eau potable. Ça, c'est en France. C'est des problèmes qu'on a actuellement. Donc j'ai créé des tableaux de bord, etc. On a fait on a fait plein d'interviews d'utilisateurs et tout. Et ces tableaux de bord, c'est ce qu'on vend. Et sous forme d'abonnement. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, les données étaient difficiles à assimiler, dans le sens qu'elles sont un peu choquantes quand même. Quand on a commencé à créer ce genre d'images pour des syndicats mixtes, pour Suez, Veolia, enfin les gens qui sont en charge de nous faire de l'eau potable, ils ont été vachement réticents au début, parce que c'est des informations chaudes. Et puis aussi, c'est difficile à accepter, quoi. Au final, on s'est en train de se rendre compte que le climat, ça a des impacts chez nous, au-delà des tempêtes, évidemment. Je ne parle pas des tempêtes, c'est clair, ça a très très gros impacts. Mais il y a des petits impacts qui sont invisibles à la civilisation, on va dire, mais qui sont là et qui sont, sur le long terme, sont en train de s'installer. Les sécheresses, les développements de phytoplancton toxiques, etc. Et donc ça, finalement, ça génère de l'angoisse chez les gens, chez les clients, et il leur faut un peu de temps pour accepter les données. Notre problème à Pickstart, c'est pas finalement la présentation des données, c'est de faire assimiler les données et les informations qu'elles contiennent à nos clients. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on est dans un système
la planète, c'est un système, notre société, c'est un système. Et donc, assimiler les données et en tirer profit, ça demande de travailler de façon multidisciplinaire et de faire sortir les gens de leur zone de confort. Suez, Veolia, ils sont très très forts pour gérer des filtres à membrane, des super usines avec des rayons laser pour nettoyer l'eau, etc. Mais ils connaissent rien en écosystème. Enfin, ils ont fait des études, mais c'est pas leur métier, quoi. Donc en fait, au-delà de présenter les données, nous avons été obligés à Pickstart, finalement, d'embaucher des gens pour aider à leur interprétation, à leur acceptation et à prendre des décisions derrière et surtout faire des recommandations, quoi. Donc là, par exemple, dans le cadre de ce barrage, qui n'est plus exploitable parce qu'en été, il y a des cyanobactéries, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut plus filtrer les cyanobactéries, on ne sait pas. Donc, et ben voilà, il va falloir travailler à l'échelle du territoire, aller voir les agriculteurs, replanter des arbres, parce qu'en fait, la cause première des cyanobactéries, en France, et elle se développe tous les étés, de plus en plus, c'est le mélange du réchauffement climatique et de la pollution des sols. À un moment donné, il va falloir gérer ça, parce que même techniquement, même si on pourrait le faire, on n'a plus le temps et on n'a plus l'argent pour développer les technologies pour le faire. Donc, vers plus de multidisciplinarité. Et donc, en fait, moi, pour ça, je m'inspire d'un livre que j'ai lu quand j'étais jeune, justement, qui s'appelle L'hypothèse Gaïa, La Terre est un être vivant. Alors, le vrai titre, c'est pas La Terre est un être vivant, c'est un bouquin écrit par un Américain, Gaïa, A New Look at Life on Earth. En fait, il s'est rendu compte, c'est un ingénieur de la NASA ou sous-traitant de la NASA, il s'est rendu compte, on lui a demandé de trouver une façon de repérer des planètes habitables, parce que les Américains, depuis toujours, comme ils veulent continuer à conquérir et qu'ils savent très bien que les ressources sont limitées, ils veulent chercher des planètes. Bon. Et donc lui, il a trouvé un moyen de repérer des planètes habitables en se basant sur des mesures physico-chimiques. Je ne parle pas juste, tiens. Et il s'est rendu compte qu'en fait, et bien sûr, le meilleur exemple, c'est notre planète à nous. Il s'est basé sur notre planète comme référence. Et il s'est rendu compte que finalement, notre planète, c'est un espèce de gros système vivant qui maintient un espèce d'équilibre, enfin un équilibre physico-chimique qui permet la vie. La vie elle-même essaye de maintenir son équilibre physico-chimique idéal pour pouvoir continuer à exister. Si je prends notre échelle, par exemple, nous, on est à 37 degrés. On est à 37 degrés. Tout est fait dans notre corps pour rester à 37 degrés. La planète, de façon à peu près équivalente, et tous les êtres vivants, en fait, qui sont dessus, jouent avec la physique de la planète pour essayer de conserver cet environnement, jusqu'à ce que ça explose et que ça ne marche plus, etc. Et donc voilà. Et on se rend compte, quand on lit ce livre, qui est dur à lire, j'avoue, c'est que des histoires de physique, de chimie, d'entropie, etc. On se rend compte quand même que, en fait, tout passe par une symbiose. Et donc nous, on fait partie de ce système-là. Nos sociétés font partie de ce système-là. Nos données font partie de ce système-là. Et donc, si les données qu'on capte, elles ne sont pas utilisées dans un esprit de compréhension globale, en fait, on n'en fait rien. On procrastine, on fabrique des données tout le temps, et puis, on ne passe pas à l'action, on ne réfléchit pas, parce que c'est dur, parce qu'il faut prendre du recul sur ces données. Accepter les informations qu'elles contiennent. Et vous comprenez bien que dans mon domaine, quand je parle d'acceptation, vous voyez de quoi je veux parler. C'est que quand même, ça fait 20 ans qu'on sort les mêmes rapports et que finalement, il y a quand même des gens pour discuter de ces rapports. Donc voilà, j'ai envie de conclure sur... Finalement, aujourd'hui, il faut continuer à réfléchir et faire de la R&D. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les capteurs, etc. Il faudrait juste plutôt réfléchir déjà avec ce qu'on a. Et puis se dire à faire des capteurs uniquement si on en a vraiment besoin, d'accord ?
on est dans un paradigme, quand je disais que je me sentais coincée dans les années 90, c'est que quand même, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. On a toujours des voitures, elles sont de plus en plus grosses, on a toujours des IA. Les IA sont de plus en plus grosses. Les capteurs, on en fabrique des plus petits, mais on en déploie vraiment, vraiment des quantités absolument faramineuses. Il faudrait passer à un autre paradigme que juste fabriquer des machines et la donnée. Et donc, apprendre à faire moins, à faire plus avec moins. Enfin, produire moins pour générer plus. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à Pickstart, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère toutes les données qui existent déjà. Et avec ça, on a déjà beaucoup de boulot. Donc, c'est même pas la peine de dire remettez-moi un capteur de température. De toute façon, les capteurs de température, on en a partout. Enfin, je veux dire, c'est bon. Donc, je cherche partout des cerveaux pour m'aider à travailler sur ces écosystèmes. Donc, ça implique des écologues, ça implique des biologistes, des chimistes, ça implique des informaticiens, parce qu'on est quand même à l'échelle. Et donc, en fait, on travaille à l'échelle planétaire, ou pas d'ailleurs, mais on est capable donc de lancer des calculs sur toute la planète. Donc, je travaille avec des gens qui sont très forts en informatique, parce qu'il faut aussi optimiser l'informatique. Pour pas que ça coûte cher, on ne va pas exploser les bilans carbone de nos calculs, on fait de l'environnement. Donc, on ne va pas non plus rajouter de l'énergie là où on voudrait en économiser. Et donc, je pense que ce concept, less is more, qui est un concept finalement de design, c'est applicable chez vous, c'est applicable chez moi. Quand un client vient vous voir et qu'il veut faire un tableau de bord, etc., franchement, allez-y à fond, mais regardez avec lui déjà tout ce qu'il a dans les tiroirs. Qu'est-ce que vous pourriez tirer de ce qu'il a déjà avant de recréer des couches de complexité, des couches de data. Et puis aussi, méfiez-vous un petit peu de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'injection de connaissances à nous dans les systèmes. Aucun réseau de neurones ne vous résoudra un problème. Vous lui mettez des entrées, vous lui mettez des sorties, et il va apprendre la correspondance. Ça, c'est pas vrai. Si le problème n'est pas déjà posé en amont, bien posé mathématiquement, avec les bonnes informations, et en fait déjà la clé de la réponse dans les informations qui sont mises en entrée d'un réseau de neurones, eh bien ça ne marchera pas en fait. Le réseau de neurones, il est juste là pour faire le calcul que vous avez prévu. Donc voilà, c'est des recommandations de réflexion. On est dans une période de transition. À mon sens, et vu les données que j'observe tous les jours, il y a quand même pas mal de crises qui vont arriver. Et il faut accepter ces crises et les gérer. Et il y a plein de moyens de le faire. Bon, dans le cadre des barrages, là, bien sûr, on va faire des solutions basées sur la nature. On va replanter des arbres. On va faire attention de planter les bons arbres pour essayer d'aspirer le plus de pollution possible. On va essayer de gérer moins de pollution, surtout de générer moins de pollution, etc. On est sur la low-tech, la high-tech quand c'est vraiment nécessaire, et les solutions basées sur la nature. Donc voilà, juste arrêtons de produire des données si c'est pas la peine. On accepte les informations. On n'est plus dans un problème d'exposition des informations, mais plutôt d'assimilation de ces informations. Et l'idée, donc, c'est de passer à l'action maintenant, parce que, bon, on n'a plus beaucoup de temps, en fait. Les choses se précipitent quand même, vous l'avez observé. Donc, il faut y aller maintenant, quoi. Mais il y a plein de trucs à faire super constructifs si on se met à travailler tous ensemble, quoi, en mélangeant les expertises. Voilà, je vous remercie.